Bonjour Miguel. Bonjour Pierre. Donc merci d'être avec nous pour cette clôture des rencontres nationales de l'habitat participatif. On vous a proposé d'être grand témoin avec nous parce qu'il me semblait que les principes que vous développez, notamment relatifs au développement de la puissance d'agir comme moteur d'un changement social positif, entraient tout à fait en résonance avec les questions d'habitat participatif. Et voilà, donc ça va être un peu la première question que je vais vous poser. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce qui fait la puissance d'un mouvement comme le nôtre? Oui. Bon, merci de votre invitation. Au fait, oui, c'est vrai, je ne travaille pas que théoriquement, sinon pratiquement depuis très longtemps. Je milite, non, depuis presque toute ma vie, depuis mon adolescence, à des façons différentes, à ce qu'on pourrait appeler le développement de l'émancipation sociale, quoi, hein, disons l'émancipation sociale, de la solidarité. Je nomme ceci depuis quelque temps le déploiement de la puissance d'agir des gens, comme on dit, les gens, quoi. Non pas les opposants, parce que parfois s'opposent, parfois pas, mais en les différenciant, les distinguant très clairement du pouvoir, des institutions de pouvoir. De ce point de vue-là, pour moi, le concept de contre-pouvoir ne veut pas dire contre, en sens c'est bagarrer contre, mais autonome, dans une autonomie. Autonomie et rapport. Bon. Alors, c'est quoi cette puissance d'agir des gens? Cette puissance d'agir des gens a à voir avec une réalité historique qui commence il y a 30 ans, 35 ans, plus ou moins, dans le monde occidental, hein, qui est avec la chute des grands idéaux, des grandes idéologies, la chute des grandes utopies. On voit aussi parallèlement développer une méfiance envers les classes dirigeantes, envers les partis, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus. Ne pas y croire, il y a une partie très saine pour les gens, parce que ça veut dire que ça fait un siècle et demi qu'on croyait, qu'on suivait, etc. Et tous les grands projets de changement radical d'un jour au lendemain, du passé faisant table rase, comme on dit l'international, sont cassés la gueule, ils ont créé le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Alors que les gens se méfient des gens qui font des promesses, il y a un côté sain. Mais il y a un côté inquiétant aussi, parce que alors comment s'organise la société? De ce point de vue-là, nous avons vu monter en parallèle, de façon timide, complexe, contradictoire, mais en parallèle, dès la chute de la confiance, des développements d'expériences, des puissances horizontales, comme on peut dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi horizontal? Horizontal, ça veut dire pas seulement à la base, mais horizontal aussi dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas des promesses vers le futur, c'est des changements ici et maintenant. C'est pas une fois que tu auras la révolution, on va raser gratis, mais c'est ici et maintenant. C'est comme les femmes, le mouvement femmes n'a jamais cru qu'il fallait faire la révolution d'abord pour après avoir la dignité et l'émancipation des femmes. Ils ont dit non, ici et maintenant, on nulle part et jamais, et ils ont eu raison, les filles. Très bien. Dans les mouvements sociaux en général, le déploiement de la puissance, ça veut dire ça. Ça veut dire cherchons comment la vie peut changer, comment on peut s'émanciper des gros pouvoirs d'oppression, de l'argent, de la folie, de cette malaise, de cette tristesse, non? Comme ça, des fonds de pension qui font du monde une sorte de marchandise exploitable, non? Donc le déploiement de la puissance, ça veut dire ça, le déploiement des expériences concrètes qui ne sont pas en attendant comme un petit bébé que papa lui donne à manger, mais qui visent une maturité immanente, une maturité tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas des petits qu'on attend, on est des gens divers, contradictoires, variés, qui construisons ici et maintenant les bases d'un changement du monde, non? Sans tirer des plans sur la comète. Comment est-ce qu'on peut évaluer la portée de l'habitat participatif, de ce mouvement aujourd'hui en France? Il y a une différence très grande, il ne faut pas se tromper par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, au contexte. Il y a des moments historiques pour une société dans lesquels il est très important les rapports de force, les quantitatifs, l'extensif. Combien nous sommes, comptons-nous camarades. Et ce sont des moments comme ça, des moments de renversement des dictatures, des moments comme ça d'émancipation sociale. Et il y a des moments, comme les nôtres, dans lesquels le plus important c'est l'intensif, c'est-à-dire la recherche intensive, exploratoire, essai-erreur,
je vous donne un exemple. En Argentine, à un moment donné, on a développé les trocs. Au milieu de la crise, on a développé les trocs. Alors il y avait, je sais pas, il y avait par exemple, on pouvait dire, grosso modo, il n'y avait pas des chiffres exacts, mais on pouvait dire que des 45 millions d'Argentins qu'il y avait à l'époque, un truc comme ça. Et il y avait quand même 600 000, 700 000 qui pratiquaient des trocs. À un moment donné arrive la crise de 2001 et il passe à 6 millions, 7 millions de gens qui vivent, qui pratiquent le troc. Boum, ça explose. Parce qu'il y a une masse critique. C'est-à-dire que le troc n'a pas fonctionné pour se généraliser, mais le troc, en revanche, était une très bonne expérience sociale et individuelle pour les gens qui la pratiquaient et culturelle, de produire une conceptualisation de la valeur différente que la valeur purement marchande aux échanges. Nous voyons des centaines de milliers de jeunes argentins qui sont capables de suivre leur passion, de construire, de créer des liens de solidarité, qui en partie peuvent faire ça parce qu'ils ont pu s'émanciper de la dictature, de la conception capitalistique de la valeur comme valeur ajoutée en permanence. Vous voyez? Donc, deux choses je suis en train de vous dire. D'une part, il ne faut pas se tromper quand un mouvement, quand un moment exige l'intensif, donc la recherche, les erreurs, il ne faut pas chercher le quantitatif. Donc je pense que vous êtes à ce moment-là. Un moment charnière. Charnière, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que voilà, c'est pour ça que je vous raconte l'exemple du troc. Il faut faire attention que tout à coup, une crise, non, n'efface pas l'illusion d'une bulle. Du coup, justement, parce que les mouvements alternatifs, ils doivent savoir qu'ils ont une masse critique qui exige non pas qu'on s'arrête, mais qui exige donc chercher d'autres modes de déploiement. C'est-à-dire que les déploiements quantitatifs, comme ça, des croissances, comme ça, boum, exponentielles, etc., ce n'est pas bon, jamais été bon pour les mouvements de recherche alternative. Donc il faut être très prudent. Il faut être prudent. Il faut d'une part comprendre que nous sommes dans une époque d'intensive. On doit chercher, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas une utopie stupide? Est-ce que ce n'est pas juste parce que nous sommes des gentils petits bourgeois, nous aimons la politesse entre nous, alors voilà? Ou est-ce que vraiment la justice sociale c'est autre chose qu'une idiotie ou la voie la plus courte à la dictature? C'est-à-dire que donc, il faut chercher ça, il faut chercher sur quoi peut se baser une expérience de solidarité. Et ça, il faut le chercher en intensif. C'est-à-dire que, comme dans votre cas pour l'habitat, ou comme pour le mouvement coopératif italien, effectivement, ou comme pour le troc, ou toutes ces expériences auxquelles j'ai participé de près ou de loin, ou au cœur de ça, moi, c'est ça que je dirais. Il ne faut pas se tromper d'époque. Il ne faut pas, quand c'est une époque de construction intensive, donc de recherche, d'écrire, d'évaluer, de chercher d'autres voies, il ne faut pas, à ces moments-là, avoir bien en tête le quantitatif. Non? Et d'autre part, conseil des vieux de la vieille qui connaissent ces mouvements-là, ne jamais oublier que contrairement au déploiement linéaire, stupide et toujours ascendant du néolibéralisme qui finit, boum, par une explosion de la bulle, dans les mouvements alternatifs, il faut toujours tenir compte qu'au mouvement de croissance lui correspond un mouvement de décroissance, donc qui est une masse critique. Donc ça, il ne faut jamais se tromper, il ne faut jamais dire on gagne, on gagne, on gagne. Il faut savoir évaluer de façon complexe. Justement, on a une étape aujourd'hui où pour que ça se continue à se développer, même à exister, hein, il y a besoin de politique publique, de soutien. Et donc, c'est un peu le travail que fait le mouvement pour l'habitat participatif, hein, d'essayer de discuter avec le ministère, avec des collectivités locales, avec des bailleurs sociaux. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'on arrive dans un moment où le système sur les questions d'habitat est un peu en crise. Et donc, quand on amène des choses innovantes, un peu nouvelles, et bien ça intéresse. Au début, j'étais pas tout à fait au sérieux, puis ça va de plus en plus. Et ça intéresse tellement que finalement, bah, il y a des politiques qui sont mises en place. Il y a la loi Allure là, qui est passée en 2013. C'est à la fois une condition pour continuer à se développer, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se retrouve embarqué dans des logiques
de quantitatif pour le coup, parce que pour qu'il y ait une politique publique, il faut qu'il y ait du quantitatif, qui nous demande de croître plus vite que ce que organiquement on est capable de croître, et qui nous amène à se perdre finalement dans ce mouvement. Au-delà d'une méchanceté machiavélique quelconque, un peu paranoïaque, c'est vrai que les pouvoirs en place, quels qu'ils soient, toujours, ils ont tendance à utiliser comme des rustines les initiatives alternatives. Ils disent, oh tiens, là il y a une idée, c'est bien, on pourrait la foutre là, n'est-ce pas? En la dénaturant, ou en risquant de la dénaturer. Donc, par rapport à ça, il faut faire très attention avec cette frontière, cette interface entre les institutions et les mouvements coopératifs, quels qu'ils soient, n'est-ce pas? Dans lesquels il faut faire attention d'avoir très clair quelle est notre âme pour ne pas la perdre. Non? Alors, je pense qu'avec les pouvoirs en place, tant que ce soit des pouvoirs démocratiques, et heureusement en France c'est le cas, il faut jouer franc jeu, quoi. Mais franc jeu, ça veut dire montrer aussi les conflictualités, qu'on n'est pas d'accord, peut-être tout à fait, non? On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas l'objectif ni de la pacification sociale telle qu'on peut l'entendre les pouvoirs, ni de résoudre des problèmes quantitatifs des logements. C'est qu'on est en train de construire un autre mode de vie, vivre autrement, avec une expérimentation des liens, une expérimentation de la temporalité, une expérimentation non corbusière de la circulation dans un quartier, n'est-ce pas? Donc, il faut marquer cette différence. Il faut dire, nous, notre objectif peut avoir, bien entendu, et il faut qu'il ait, une ligne de lecture quantitative dans le sens dominant, mais il faut aussi faire une pédagogie pour qu'on comprenne qu'on a aussi des lignes de lecture et d'évaluation complexes et pas immédiatement quantitatives. Donc moi je pense qu'avec les rapports avec le pouvoir, il faut quand même être dans cette frontière honnête, puisque c'est le pouvoir démocratique, donc, dans lesquels on marque la différence. Hein? Donc on accepte des choses, on se méfie de ne pas être la roustine, voilà. Mais à la fois, il y a un boulot pédagogique, n'est-ce pas? Parce que les pouvoirs en place ne sont pas tout à fait idiots, ils se rendent compte quand même que les logiques rapides, à court terme, juste avant la prochaine élection, et même pas juste avant la prochaine, comment on appelle ça, voilà, enquête d'opinion publique, non? Ils se rendent très bien compte que construire comme ça, c'est construire souvent des châteaux de cartes. Et alors, les élus, une partie des élus, on peut quand même croire qu'ils ont comme objectif principal de se faire réélire, certes, mais qu'aussi, ils ont un côté social, etc. Donc nous devons développer cette conflictualité entre je vais me faire élire, donc je vends mon âme, et à la fois quand même, bon, je me rappelle encore pourquoi est-ce que j'ai entré en politique, non? Et on doit jouer avec cette conflictualité. On ne doit pas, nous, entrer dans les pires côtés de la chose, qui est les côtés, eux doivent se faire élire, nous, on doit avoir des bons bilans. Non? Nous, on doit entrer en contact avec l'autre côté. Non, vous savez très bien que la rapidité des résultats crée des bulles, non? Et nous vous demandons le droit d'exister, de nous tolérer, nous aider, dans une construction plus profonde qui n'est pas évaluable quantitativement, elle est évaluable qualitativement comme des laboratoires, parce qu'il faut le dire la chose finalement, puisque les mots tournent autour. Vous construisez des laboratoires de vie autrement.